webinaires depuis le début du confinement pour aider, pour informer la communauté. Et on l'a ouvert à tous parce qu'on s'est dit que c'était un peu un temps où on avait envie de décloisonner les choses. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui ne sont pas chez Morning. On vous aime quand même. Du coup, aujourd'hui, on a invité Frontière et plus particulièrement Victor Foucré, car ce sont des colocs qui sont chez Morning depuis un moment. Ils étaient chez nous depuis quelques années. Et du coup, on a déjà fait plein de tests avec eux sur des produits. On a toujours eu des relations de travail très agréables avec eux. Et on s'est dit, ils savent faire plein de choses pour les boîtes parce que leur job, c'est de travailler sur les organisations, de créer des outils pour aider les entreprises à être plus productifs et aussi plus performants et que chacun puisse s'épanouir dans son job. Donc nous, on a un peu la même vision chez Morning, l'épanouissement, la performance, tout va ensemble. Et avec cette période de confinement, ça, ça a créé plein de changements, le télétravail, etc. Et donc, j'ai appelé Victor la semaine dernière pour lui demander s'il était intéressé pour faire un webinaire pour nous donner toutes ses idées, toute sa vision du travail de demain. Donc, j'espère qu'il va pouvoir vous aider un max, vous outiller et surtout vous donner plein de petits tips. Ça, j'en suis sûre, parce que Frontière, ils sont trop top. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis très fan. Voilà, donc Victor, je vais te laisser te présenter, prendre le relais. Je vous inviterai tous, si vous voulez voir la présentation, à cliquer sur le profil de Victor Foucré, présentation. Comme ça, vous allez avoir sa présentation. Et si vous voulez voir la petite tête de Victor, c'est sur son onglet Victor. Victor, je te laisse le relais. Ah oui, ça marche. Merci Anissa. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, même des problèmes pour pas voir les slides ou si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à interagir avec le chat pendant tout le long de la présentation. Alors en quelques mots, du coup, je m'appelle Victor, je travaille chez Frontier. On est une boîte d'une dizaine de personnes. Effectivement, on travaille beaucoup sur l'organisation des équipes. Donc on accompagne pas mal d'équipes pour les aider en fait à mettre en place des systèmes de fonctionnement qui les aident à la fois à être plus performants et puis à titre individuel beaucoup plus épanouissants que ça ne peut l'être aujourd'hui dans certaines équipes. Et du coup, comme le disait Nissa, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la crise du Covid et le confinement obligatoire, ça remet en cause pas mal de travail dans les équipes, pas mal d'organisation d'équipes. Et du coup, c'est assez intéressant. On a pu observer pas mal de choses en tant que coach et c'est un peu ces principaux enseignements que je voudrais vous partager aujourd'hui. Et puis, dernier élément me concernant, qui n'est pas anodin comme on le verra pour la suite. Je travaille avec mon équipe, toujours chez Frontier, sur un outil qui s'appelle Crystal, que je vous présenterai très rapidement tout à l'heure, parce que ça a eu son impact dans la gestion de certaines équipes qu'on accompagne. Je vais sur la presse, c'est parti. Normalement, c'est bon. Alors, du coup, aujourd'hui, que nous apprend le confinement sur les fondamentaux du travail en équipe? En gros, qu'est-ce que toute la crise est en train de révéler sur la façon dont on fonctionne, nous, en tant qu'équipe et plus largement en tant qu'entreprise? J'ai retenu 5 choses. Ça va être un peu les 5 grands moments de mon talk. J'aimerais juste que vous preniez 30 secondes pour me dire, en utilisant le chat, si vous avez envie, si vous avez un sujet à partager, quel est, vous, le problème que vous avez vu émerger depuis ces quelques semaines que nous passons en confinement dans le cadre de votre travail. Voilà, donc n'hésitez pas maintenant ou juste après à lâcher un commentaire. J'essaierai d'y répondre soit au fur et à mesure de ma présentation, soit à la fin en revenant dessus. Alors du coup, première leçon que moi j'ai retenue en tant que coach et puis aussi en tant que membre d'une équipe, c'est que c'est hyper difficile de travailler en équipe quand la mission elle n'est pas partagée. Et si je parle de la mission, c'est que avec le confinement, ce qui s'est passé, c'est que on est resté chez soi, les uns loin des autres, ou pas forcément loin, mais en tout cas sans voir ses collègues de travail que d'habitude on croise tous les matins. Et je pense que ce qui se passe pas mal pour des équipes et pour en avoir parlé aussi avec pas mal de potes, c'est que une fois qu'en gros les collègues sympas qu'on croise tous les jours et que les bureaux sympas dans lesquels on a la chance de pouvoir travailler sont plus là, qu'est-ce qui reste? Et en gros, parfois, il reste pas grand-chose. Et c'est là où justement cette mission qu'on peut se donner en tant qu'équipe, cette mission collective, elle est hyper importante
à révéler, à expliciter, à entretenir dans le temps en tant qu'équipe, c'est que si on le fait pas, il y a justement ce risque d'une perte de sens et à la fin une perte de motivation dans son boulot. Autrement dit, ce que je mets ici dans mon slide, pourquoi je me lève le matin, quoi. Et du coup, leçon numéro 1 du confinement, c'est être capable de se redire en tant qu'équipe pourquoi tous les matins on a besoin de bosser ensemble. Et c'est ça qui va faire que vous allez garder un peu le fil rouge et l'engagement de vos équipes au fur et à mesure du temps, et notamment dans les semaines de confinement, ou demain, quand vous voudrez déployer le travail à distance, à grande échelle, de façon très durable. Ce sera vraiment, cette notion de mission sera vraiment un élément fondamental pour garder une équipe motivée. Je me permettais de remettre un exemple de mission. Celle-là, c'est la mission de SpaceX. Vous connaissez sûrement cette boîte-là, qui en gros fait des fusées et qui s'est donné comme objectif de faire de la race humaine la première race multiplanétaire. Donc c'est une mission qui est largement inspirante pour un certain nombre de ses employés, et c'est quelque chose qui s'entretient dans le temps, qui se démontre aussi au fur et à mesure des travaux qu'arrive à accomplir l'équipe. Et c'est le genre de choses qu'il est important de redonner, de redire, on va dire, à l'équipe de façon régulière pour entretenir la foi, pour entretenir la motivation, pour entretenir l'engagement de chacun dans l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement en tant qu'équipe? Globalement, une mission, il faut qu'elle puisse rassembler 3 éléments clés. C'est redire finalement quel problème je résous. En gros, en tant qu'équipe, si je dois me lever le matin et si je dois bosser avec d'autres gens, c'est pour résoudre quel problème. Et ce problème-là, si on le résout, en quoi ça fera du monde un endroit meilleur pour les gens auxquels je m'adresse. Ces gens-là, justement, c'est le deuxième élément de mission. C'est en gros pour qui on fait tout ça. C'est hyper important de le savoir. C'est hyper important de pouvoir l'incarner et de le démontrer. Et troisièmement, quelles sont les choses que je peux observer en tant qu'équipe qui me permettent de démontrer que ma mission, elle est véritable et qu'elle est en train d'être accomplie sur le terrain pour les gens dont je veux résoudre le problème. Ça, c'est vraiment 3 éléments indispensables. Et si une équipe n'est pas capable de partager ces mêmes éléments de mission, ça va créer des dissonances en fait dans l'équipe et à terme pas forcément une équipe solidaire et motivée. Vous pouvez utiliser aussi la méthode de Simon Sinek, ce qui s'appelle le Why, How, What. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est en gros une méthode qui vous permet de faire la part des choses justement entre ce qui relève de la raison profonde de l'existence d'une équipe et puis de ce qu'elle fait très très concrètement. Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui disent simplement ce qu'elles font à la fin, genre je vends ci ou je vends ça, mais qui sont pas capables au fond de dire la raison profonde de leur engagement, pourquoi elles le font. Et c'est cette distinction que fait justement Simon Sinek entre le why d'un côté et le what, on va dire, qui est le truc, voilà, le produit que vous vendez très concrètement ou l'activité que vous faites très concrètement. Mais le why, c'est le plus important selon lui. Et ça, vous pouvez vous amuser à le faire sous une autre forme que je vous partage là. C'est une espèce de canevas que vous pouvez utiliser. Faites l'essai, prenez-le, distribuez-le à chacun des membres de votre équipe, demandez-lui de remplir les différentes cases de ce canevas-là, c'est-à-dire de formaliser pour lui quels sont justement les problèmes que cherche à résoudre son équipe, quels sont les utilisateurs ou en gros les bénéficiaires, les cibles que votre équipe vise, qui du coup ont ces problèmes. Quelles sont les parties pris de l'équipe, le fameux how, c'est-à-dire en gros les modalités de travail, l'angle d'approche si vous voulez pour résoudre votre problème. Et puis quels sont selon lui le what, c'est-à-dire les activités clés qui font la réalité de l'entreprise. Vous pouvez aussi lui demander à chacun de remplir selon lui ce que serait en une phrase la mission de l'équipe. Et ça, vous pouvez le faire de façon individuelle et ensuite comparer entre vous ce que ça donne. Et en général, ça permet de générer une discussion hyper intéressante parce que chacun peut avoir, ce qui est normal, un angle de vue différent, une compréhension différente de ce que l'équipe est en train de faire. Et pourtant, à partir de là, ça restera important de se remettre d'accord tous ensemble sur pourquoi on existe. Et dernier tips pour travailler cette notion de mission en équipe, vous pouvez organiser. Alors nous, j'ai mis Vision Day parce que c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. C'est en gros un temps de réflexion en équipe que vous allez avoir de façon régulière pour discuter sur le fond du pourquoi on est là, quelle est notre priorité en tant qu'équipe aujourd'hui pour résoudre le problème qu'on s'est
donné comme mission de résoudre. Et ça permet en gros d'avoir des échanges hyper importants, parfois assez cash, mais qui sont nécessaires en tant qu'équipe pour continuer d'avancer main dans la main tous ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tenter au moins une fois tous les 3 mois, ça me paraît un minimum. Ça peut prendre une journée, c'est tout. Et en même temps, vous verrez qu'il y aura sûrement plein de sujets qui vont remonter. Et, et je vous encourage vraiment à le faire, parce que c'est là où vous pouvez aussi détecter les gens qui peut-être se sentent un peu perdus dans votre équipe parce qu'ils comprennent plus trop le sens, justement. Les gens qui ont des visions assez différentes finalement des priorités. Donc ce sera intéressant derrière de se remettre d'accord. Et globalement, vous en tirez sûrement beaucoup plus que ce que pourrait laisser croire une seule journée. Et c'est un investissement, on va dire, dans la qualité de votre équipe et le bien-être de votre équipe. Je commence vraiment à le faire. C'est pas juste une journée où on va passer même à 10 ou à 15 une journée et on pourrait croire que c'est une journée foutue en l'air. Bien évidemment que non. Et faites-le au moins une fois et vous verrez que ce sera pas le cas. Est-ce que Anissa, on a des questions avant de passer à la point numéro 2? Il y a des personnes qui ont répondu déjà à ta première question. Ah C'est yes. problématique. Et ensuite, mais quel est le 4? Le 4, Grégoire, de quoi tu parles? Je pense si tu passes à la slide précédente. Pardon, je retourne sur ma presse. Ouais, le 4. Ouais, Grégoire, il vient de m'afficher en direct, en fait. Effectivement, Grégoire, je n'ai pas de 4. Le 4, c'est effectivement le truc qui est tout en bas. En fait, j'ai supprimé un truc sans changer de numéro. Mais bien vu, tu suis extrêmement bien, ça me touche. Donc, il n'y a pas de 4, ok. Ok, il n'y a pas de 4. Alors, attends, je vais essayer d'aller voir justement les questions que vous avez pu poser. Créer du lien. Alors, ne pas téléphoner pour ne pas déranger. Ouais, créer du lien entre collègues, intégrer les nouveaux, garder la culture, sollicitation. Ouais. Ok, ça marche. Je pense que vos différentes réflexions, je vais y répondre au fur et à mesure de la présentation. Je reviendrai à la fin sur ces questions-là pour être certain d'y avoir répondu. Ok, let's go. Leçon numéro 2. En gros, qu'est-ce qui m'a frappé, qu'est-ce qui me frappe en tant que coach et en tant que membre d'une équipe avec toute cette période Covid, c'est qu'en gros, c'est hyper chaud de travailler en équipe quand alors les ownerships ne sont pas explicites. Pour le définir tout de suite, ce que j'appelle un ownership, c'est en fait ça vient beaucoup de la culture produit qu'on voit notamment dans pas mal de petites boîtes assez jeunes, le product management. C'est l'ownership, c'est la notion de il y a un sujet dans mon équipe qui a de la valeur parce que ça nous permet de bien avancer et d'atteindre notre vision. Et sur un ownership, il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est d'ailleurs la personne qu'on appelle un owner. Et c'est la personne qui, en gros, va prendre les décisions sur le sujet en question en allant chercher les avis des uns et des autres dont il sait qu'ils vont être impactés par les décisions qu'il peut prendre. Et en gros, du jour au lendemain, enfin, c'est quasiment ça qui s'est passé pour pas mal d'équipes. Il y a des gens qui se sont vus confinés, qui ont dû travailler à distance avec leurs collègues, mais en fait, ces ownerships-là, le découpage, la liste de toutes ces choses-là qu'il fallait pouvoir faire dans l'équipe, eh ben, elle n'était pas claire. Elle n'était pas claire sur les périmètres, sur les frontières entre les sujets des uns et des autres, et il n'était pas non plus clair exactement sur chacun de ces sujets-là qui était en responsabilité. Et en gros, ce que ça pose comme problème, cette notion aussi des ownerships, justement, ils ne sont pas clairs, c'est qu'en gros, vous pouvez retrouver plusieurs cas. Soit vous allez avoir des sujets qui sont orphelins, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des sujets qui sont hyper importants, mais vous vous êtes jamais dit qu'ils étaient importants, ou vous vous êtes jamais dit qui était dessus. Donc en gros, c'est des sujets où il n'y a personne pour faire avancer les choses. Au contraire, on remarque aussi que quand vous demandez à une équipe de clarifier quels sont ses périmètres, ses sujets, etc., bah, il y a plusieurs personnes qui vont se déclarer proprio ou honneur d'un même sujet. Donc là, en gros, soit ça crée du gaspillage, j'allais dire au mieux, soit au pire, ça crée carrément de la friction entre des gens qui se sentent responsables de quelque chose, mais en fait, ils sont en compétition sur les mêmes sujets. Donc ça, c'est pas bon non plus pour bien travailler en tant qu'équipe et notamment en distance. Et puis après, les deux autres problèmes que ça pose, c'est que vous allez avoir des gens en fait qui vont prendre plein de sujets sans s'en rendre compte ou sans que les autres en aient conscience. Et alors là, c'est charge mentale dont on sait très bien tous que à terme c'est pas une bonne chose.
Et au contraire, vous avez des personnes qui sont sous-impliquées parce que même si on se l'est jamais dit, finalement, elles gèrent pas tant de sujets que ça. Elles sont pas tant en responsabilité que ça sur des trucs, sur des sujets qui ont de la valeur pour tout le monde, aux yeux de tout le monde. Et du coup, à terme, c'est des gens qui peuvent s'exclure d'elles-mêmes ou en tout cas se désengager parce qu'elles n'ont pas forcément l'impression d'être une pièce maîtresse dans l'équipe. Donc ce sujet des ownerships, il est hyper important. D'ailleurs, c'est là où on voit la relation avec la mission. C'est que si la mission d'une équipe, elle n'est pas claire, c'est très très difficile derrière de savoir quels sont justement ces ownerships, quelles sont les choses qui comptent pour justement remplir la mission de l'équipe. Donc ce que je vous conseille de faire, tips, essayez de cartographier justement ces ownerships. Dites-vous, et là encore une fois, vous pouvez commencer par un temps individuel où chacun dans l'équipe va faire l'exercice, et puis après un temps en collectif, vous allez comparer ce que vous avez obtenu. Et vous faites l'exercice suivant, vous prenez alors des post-it ou même vous faites une liste ou que sais-je. Alors en confinement, il y a plusieurs options qui sont possibles, mais chacun dans l'équipe fait sa liste en gros de tous ces sujets-là et essaye de dire pour chaque sujet qui il pense être en responsabilité au sein de l'équipe. Faites-le, ça prendra pas longtemps et encore une fois, quand vous comparerez ça dans un second temps, ça donnera lieu à des discussions qui, à mon avis, seront hyper intéressantes et vous retrouverez aussi là une notion de on n'est pas forcément d'accord, il faut absolument qu'on clarifie et vous allez investir aussi dans la qualité de vie de votre équipe. Parce que c'est ça qui fera que derrière, les gens sauront sur quel sujet, à qui s'adresser, et ils perdront moins de temps et potentiellement, il y aura aussi moins de gaspillage et moins de frustration dans l'équipe. Donc ça, c'est hyper important. Et là où je vous ai dit en introduction, en me présentant que je travaillais sur Crystal, c'est que c'est important parce que c'est ce que vous êtes en train de voir en fait. L'espèce de carte que vous avez sous les yeux, le mind map, c'est un outil qu'on a développé pour nous en tant qu'équipe chez Frontier. Parce que pour vous dire, à un moment donné, on gérait des dizaines et des dizaines de sujets différents et on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc, on a commencé à cartographier nos sujets et chemin faisant, on en est arrivé à créer notre propre outil pour gérer nos ownerships. Et cet outil-là, on a commencé depuis quelques mois à y donner accès à n'importe quelle équipe. Et c'est du coup un outil qui s'appelle Crystal. Et je préfère être tout à fait cash sur le sujet. Et en gros, ce que vous voyez là, c'est une carte de tous nos ownerships, donc tous les sujets, en partant du centre avec justement notre logo d'entreprise, et puis au fur et à mesure des cercles, par ramification successive, l'ensemble des sujets que nous avons besoin en tant qu'équipe de pouvoir gérer. Et derrière, vous pouvez aussi du coup déclarer qui est honneur sur chacun des sujets. Et du coup, ça répond notamment, je crois, à une question qui y avait de poser sur le chat. Quand vous voulez intégrer quelqu'un de nouveau dans l'équipe, si à un moment donné, vous n'êtes pas capable de présenter en 10 minutes, en gros, les sujets qui sont fondamentaux et structurants dans l'entreprise, il va y avoir un problème. Et c'est aussi pour ça que le mind map, dans l'exercice que vous ferez, il sera hyper important, c'est que c'est quelque chose de visuel. Et en général, quelque chose de visuel, ça donne moins de place à des interprétations différentes. Là, en gros, la carte, quand on la regarde chez Frontier, on a tous la même vision de la carte en temps réel. Donc, on n'a plus de sujets sur lesquels les uns les autres vont avoir des interprétations différentes. Voilà, ça rejoint un peu la citation de Boileau qui disait « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». En gros, là, une organisation, si vous n'êtes pas capable en 10 minutes, même à main levée, j'allais dire, de pouvoir la mapper comme ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est juste ça c'était juste pour vous montrer derrière, et ça rejoindra un sujet que j'aborderai tout à l'heure, c'est sur chaque sujet, il faut aussi pouvoir aller plus loin et notamment être capable de donner accès à la documentation qui va permettre à chacun de creuser, de suivre un sujet en particulier. Donc on y reviendra juste après. Troisième leçon tirée du confinement, et là on va retomber sur des choses, je pense, qu'on a déjà tous ressenties et qui ne sont pas des surprises, mais en gros c'est hyper chaud de se synchroniser d'un jour à l'autre en devant réapprendre à travailler, et on en revient notamment à la question de qu'est-ce qu'on fait comme réunion dans une équipe. En gros, ce que j'appelle synchro, c'est la capacité au sein d'une équipe qu'ont les gens de pouvoir bien se coordonner dans leurs travaux respectifs pour collectivement arriver à remplir la mission d'équipe. Et c'est vrai que quand on est dans un bureau tous ensemble, à quelques mètres les uns des autres, on peut aller taper sur l'épaule de quelqu'un, on peut demander en interpellant un collègue où est-ce que tu as mis telle info, on peut générer
j'allais dire, à la volée une réunion en prenant deux, trois collègues par la main et puis en allant parler d'un sujet. En fait, maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible avec le confinement et surtout, c'est pas quelque chose qui est viable lorsqu'on veut, de façon durable, installer un travail à distance qui soit de qualité dans une équipe. On a des réunions aujourd'hui même à distance qui sont mal préparées. Il n'y a pas forcément de support. On ne sait pas franchement de quoi on va parler. Du coup, on débarque. Les gens ne sont pas forcément à l'heure. Enfin, voilà. C'est aujourd'hui la notion du conf call où il y a des gens qui essayent de répliquer toutes les réunions qu'ils auraient eues en physique, mais en conf call, c'est pas viable. C'est pas viable du tout. Ça, je sais pas si vous avez sûrement remarqué, mais ça pompe énormément d'attention que d'être en visio, parce que justement une conf call c'est pas une réunion physique, on n'a pas le regard des autres, on n'a pas le langage gestuel, on n'a pas forcément toute la finesse dans les intonations des voix, etc. Et du coup on se raccroche parfois à un son même un peu mauvais si la ligne si votre connexion pardon n'est pas de qualité. Donc la leçon à retenir de ça, c'est qu'il faut revoir ce que j'appelle du coup les rituels, vos rituels de synchro. Comment vous vous synchronisez dans son équipe et surtout avec cette question fondamentale de quoi vous avez vraiment besoin. Et là, vous pouvez faire un exercice en 2 temps, c'est vous dire déjà quels sont les types de rituels dont on a besoin. C'est-à-dire quels sont les sujets fondamentaux pour lesquels oui, il faut pouvoir se voir au-delà que de s'envoyer un mail, etc. En gros, les sujets pour lesquels derrière, ça va déclencher une visio en équipe. Ça, je vous ai redonné quelques exemples. Ça peut être un vision day, le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hyper important de pouvoir se parler au moins une fois tous les 3 mois de pourquoi on existe en tant que boîte, comment on avance sur nos missions, etc. Vous pouvez aussi, il y a plein d'équipes qui font les fameux stand-up, que ce soit des stand-up une fois par semaine, voire tous les matins, un petit quart d'heure en tant qu'équipe pour résoudre vraiment les blocages au fil de l'eau, puis éviter en gros les effets tunnels où il y a des gens qui sortent un peu la tête du qui arrivent plus à s'en sortir. Et puis un autre exemple, les 101, les fameux 101 où en gros des entretiens individuels entre 2 personnes dans une équipe pour conserver vraiment cette notion de conversation informelle, un peu plus cool, qui a toute son importance concernant la solidarité d'une équipe. Et une fois que vous avez du coup identifié, voilà, ces choses-là pour lesquelles vous avez besoin de vous parler, à ce moment-là, derrière, et en conséquence, essayez de clarifier justement à quoi ressemble chacun de ces rituels. Quels sont les objectifs? Qui sont les participants qui vont devoir être là? À quelle fréquence ce rituel-là, on a besoin qu'il soit réalisé? Quels sont les éléments qu'on va devoir préparer pour que chacune de ces synchros se passe bien? Voilà, que ce soit d'ailleurs de la part de l'organisateur comme des participants. Quel est le déroulé type? Comment on va gérer la parole, etc., etc., etc. C'est des choses que vous devez être en capacité en tant qu'équipe de clarifier, de partager, même de documenter derrière, ne serait-ce que pour les partager à des nouveaux arrivants dans l'équipe. Et c'est ça qui va faire que vous allez éviter de multiplier des réunions inutiles ou mal préparées, mal gérées, qui en fait font perdre du temps à tout le monde. Est-ce que, Anissa, on a des questions? Nope, pas de questions. Une All remarque. right. Une remarque. C'est affreux d'enchaîner les visios ou calls. Ouais, oui, exactement. Bah oui, c'est sûr que déjà un call de plus d'une demi-heure en visio un peu mauvaise qualité, c'est très difficile. Mais des journées où on arrive à 2, 3, voire 4 heures de visio, on le sent, hein, je pense qu'on est épuisé. Et d'ailleurs, Donc tout l'enjeu, vas-y. je pose une question. Du coup, pour toi, c'est quoi le meilleur timing en fait pour faire une réunion? Pas plus de 30 minutes, pas plus de 20 minutes, si c'est bien cadré? En fait, le truc, c'est que tu peux avoir une réunion qui fasse plus d'une demi-heure si effectivement elle a bien été préparée, que c'est rythmé, que les gens sont dedans, qu'ils participent, etc. Mais les réunions, on va dire, où tu vas avoir quelque chose qui est un peu mal préparé, où les gens, ils ont pas du tout pris le contexte ou pas du tout lu d'éléments pour déjà affûter un petit peu leur réflexion et où ils vont découvrir en temps réel, là, c'est épuisant parce qu'effectivement, on se sent pas dedans, on n'est pas sollicité, on n'est pas impliqué, quoi.
Donc après, en fonction des types de synchro que tu vas mener en visio, le temps peut varier. Et puis après, ça dépend notamment du nombre de personnes qui sont présentes, parce que tu vas avoir des feedbacks à gérer. Ça va dépendre de la patience des gens. Ça va dépendre du volume de sujets abordés, etc. Mais c'est vrai que déjà au bout d'une heure, quoi qu'il arrive en visio, c'est difficile de ne pas décrocher. Ou en tout cas de rester concentré. Après, c'est subjectif, mais je pense que ça, c'est partagé. Si on retourne sur notre sujet, leçon numéro 4, là encore une fois, franchement, on le sait depuis longtemps, mais il y a plein de gens qui n'ont pas bougé, et là, je pense que ça commence à poser vraiment question, c'est que l'information orale n'est pas viable à terme pour faire fonctionner une équipe qui travaille à distance. Quand l'information elle n'est pas écrite, c'est très dur de bien travailler ensemble. En fait, on s'en rend pas forcément compte. Enfin, maintenant, j'allais dire, on s'en rend malheureusement très compte, mais on bosse beaucoup à l'oral. On se parle beaucoup et sans forcément documenter nos éléments de réflexion, sans forcément documenter nos décisions. Et tout ça, en fait, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est que, et notamment en termes de travail à distance, c'est que vous allez réduire, limiter même l'autonomie des uns des autres, parce que moi, si dans mon équipe, j'ai accès à aucune documentation sur les sujets des uns des autres, pour savoir où est-ce qu'ils en sont, pour savoir moi, du coup, ce que je devrais être en train de faire pour bien me coordonner avec eux, en fait, je suis hyper limité. Je vais être obligé derrière de les joindre, de les appeler, de leur envoyer un mail, un Slack, etc. Et du coup, en fait, ça limite complètement mon autonomie à faire des choses. De la même façon, pour prendre des décisions, si vous ne documentez pas un minimum à l'écrit, ça va être très difficile. Parce que finalement, une décision, quand je suis responsable d'un sujet, je peux prendre une décision à partir du moment où je suis allé voir les gens dont je sais qu'ils vont être impactés par la décision que je peux prendre. Mais toutes ces prises de feedback, il faut que je puisse aussi les documenter de façon à ce que n'importe qui puisse prendre connaissance de ma décision et comprendre et accepter cette décision. Mais si ça se passe que à l'oral et qu'il n'y a pas de trace écrite, ça veut dire qu'au-delà des seules personnes avec lesquelles vous avez discuté, personne potentiellement ne comprendra la décision. Donc ça crée beaucoup de complications dans la prise de décision, voire derrière de la frustration parce que les gens ne peuvent pas suivre ce qui se passe, ils sont pas là, et ne peuvent aussi ne pas comprendre la décision que vous aurez prise. Du coup, pareil, si vous travaillez pas à l'écrit, c'est ce que je disais juste avant, pour générer du feedback, faire parler les gens, leur faire formaliser leur avis sur un sujet ou sur un autre, vous ne pourrez pas le faire. Ou alors, il faudra passer votre temps au téléphone. Et ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas souhaitable en travail à distance. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que globalement, vous allez créer énormément d'inertie dans votre équipe et la vélocité, donc votre rapidité à exécuter les bonnes choses au bon moment, elle va être constamment ralentie. Et ça c'est un vrai sujet, la documentation est un vrai sujet pour plein d'équipes, parce que vous allez vous en rendre compte si vous essayez de lister tous les éléments que vous avez besoin de documenter et que vous commencez du coup à les documenter à l'écrit, etc., vous verrez la marge de manœuvre justement que ça va apporter à chacun et l'autonomie qu'il va pouvoir gagner. Et je pense que c'est un super sujet que vous pouvez aussi aborder en tant qu'équipe. D'ailleurs, justement, sur ce sujet-là, et en tant que coach, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup avec nos équipes, c'est repenser, si vous en avez le besoin, à vos outils de travail. Parce qu'en gros, notamment en travail à distance, les outils de travail prennent toute leur importance. C'est là où on se rend compte que les outils, c'est vraiment une extension de nous en tant qu'équipe qui nous permettent ou ne nous permettent pas, soyons clairs, de pouvoir bien travailler ensemble. Et notamment, regardez bien dans les outils que vous utilisez, est-ce que c'est des outils qui sont collaboratifs? C'est-à-dire qui vont permettre à chacun de pouvoir intervenir, de voir les mêmes choses au même moment, de pouvoir mentionner des collègues qui vont permettre de les notifier sur des sujets, qui vont permettre aussi d'historiciser les discussions avec des notions d'archivage pour retrouver la trace des décisions qui ont été prises, des avancées sur un sujet ou sur un autre. Toutes ces dimensions-là, elles vont être hyper importantes parce que c'est ça qui, à terme,
en tant qu'équipe à distance vous permettra de travailler ce qu'on appelle notamment en asynchrone, c'est-à-dire pas forcément au même moment, au même endroit, mais justement, voilà, si Anissa elle a quelque chose à me partager, elle peut très bien rédiger quelque chose de son côté que moi je vais aller consulter un peu plus tard, y répondre à ce moment-là et elle découvrira à son tour ma réponse encore plus tard. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir échanger. Ce qui permet aussi, et c'est là où on voit le lien avec la synchronisation, c'est que la documentation à l'écrit vous permet de réduire drastiquement le nombre de réunions en synchrone, pour le coup, dont vous avez besoin. Parce que si vous documentez vos décisions, vos sujets, vos réflexions, pourquoi j'ai fait ci, où est-ce que j'en suis, est-ce que vous pensez que, etc., et que vous pouvez gérer tout ça à l'écrit, vous passez de l'ensemble des synchros dont vous auriez besoin à l'oral pour pouvoir le faire. Et ça peut aller facilement à 50, 60, 70% du temps de réunion. Alors, faites-le, mais le faites pas trop souvent parce que ça peut être ça peut faire un peu flipper, mais à chaque fois que vous faites une réunion ou vous sortez d'une réunion, posez-vous la question, parmi tout ce qu'on vient d'échanger, parmi tout ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce qui aurait pu être fait à l'écrit? Et en général, beaucoup de choses. Trop. Jusqu'au jour où justement vous n'avez que les synchros dont vous avez besoin. Là, je vous ai mis des logos pour illustrer un peu mon propos. Slide, voilà, que vous devez connaître, qui est l'équivalent de Notion, qui vous permet en gros de d'écrire de la documentation avec des sommaires hyper clairs pour pouvoir naviguer dedans. GitHub, donc qui à la base est un outil de développement informatique, mais qui vous permet aussi de pouvoir générer des discussions qui sont bien compartimentées, bien claires, accessibles, qu'on peut suivre dans le temps, etc. Et puis Trello, qui est un outil à la base pour faire ce qu'on appelle du Kanban, c'est-à-dire des tableaux visuels où colonne par colonne, vous allez pouvoir gérer des éléments que vous allez catégoriser, déplacer au fur et à mesure de leur traitement, etc. Ça, c'est juste 3 exemples. Il y a des dizaines d'outils sur le marché et forcément, on a besoin de plusieurs outils. Il n'est pas question là de dire qu'on va réduire le nombre d'outils. On a besoin de plein d'outils différents, mais soyez attentifs à choisir des outils qui permettent effectivement de bien travailler ensemble en tant qu'équipe à distance. Je vois qu'il y a une question, quand je regarderai à la fin de la séquence. Tu veux que je la lise? Ouais, vas-y. Comment implémenter des outils collaboratifs quand le niveau d'adoption est très hétérogène? Profil chef de projet versus profil créatif. Ouais, eh ben, très bonne question. Et effectivement, comme tu dis, je ne sais pas qui a posé la question, mais effectivement, il n'y a pas de choix au bout d'un moment. C'est-à-dire que sur les informations vitales au fonctionnement de l'équipe, il faut pouvoir les mettre dans un outil et il faut que tout le monde, effectivement, maîtrise l'outil. Alors, il y a 2 choses que tu peux faire. C'est un, euh, échanger avec les gens dans ton équipe pour clarifier et se mettre d'accord sur de quels, quels sont les besoins dont on a auxquels devra répondre l'outil. Bah, on veut un outil simple pour documenter tel type de choses, pour pouvoir faire tel type d'action, etc. Qui permet en gros de trouver un accord sur le profil type de l'outil à rechercher. Et puis une fois qu'il y a un outil sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, parce qu'il répond effectivement à ce qu'on veut faire avec, eh bien s'il est nécessaire, prévoir des formations où une personne dans l'équipe qui maîtrise bien l'outil va pouvoir aider ses collègues à maîtriser l'outil. Puis il y a des petit à petit, voilà. Mais en gros, un outil, il faut regarder 2 choses. C'est un, euh, qui permettent de faire ce qu'on attend effectivement de lui. C'est tout bête à dire, mais il y a des choix parfois qui sont à l'opposé de ça. Et que, deuxièmement, les gens aient envie d'utiliser cet outil. Parce que vous pourrez choisir n'importe quel outil, si les gens ne se sentent pas à l'aise, n'ont pas envie d'utiliser, ils ne l'utiliseront pas. Et pire, entre guillemets, ils utiliseront d'autres outils qui leur iront mieux. Et de fait, ça créera une hétérogénéité dans l'équipe et on sera plus en tant qu'équipe à même de pouvoir bien gérer l'information. Parce que les uns, ce sera dans GitHub, les autres dans Trello, les autres dans Slide, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Ouais, je me Tiens, permets, d'ailleurs, ouais, ouais, je me permets, en effet, c'est ça. Enfin, pour l'exemple, nous, chez Morning, on a plusieurs outils, Slide, Asana, etc. Et c'est vrai, je pense que comme dans toute organisation, c'est la conduite du changement, quoi. C'est toujours difficile quand on t'impose un nouvel outil parce que tu as tes mm, petites habitudes et puis au fur et à mesure, bah, les gens l'utilisent et tu n'as plus le choix, en fait. Mais ça demande ouais, du temps, en fait. C'est pas quelque chose qu'on implante en une semaine. Ça prend des mois avant que ce soit vraiment uniformisé, j'imagine. ouais.
il faut être capable de se dire que si à un moment donné, un outil n'a plus l'approbation de l'ensemble de l'équipe, il se pose peut-être la question de changer parce que c'est qu'il y a une limite qui a été atteinte, quoi. Donc faut pas faire de choix à l'encontre du ressenti des gens. Faut être capable aussi ces gens-là dans l'équipe de pouvoir les accompagner pour qu'ils prennent en main les choses, parce que sinon ils se retrouvent exclus. Voilà. Mais d'ailleurs, ça vaut sur les outils doc, mais ça vaut sur tous les outils parce qu'en gros, on se repose énormément sur les outils quand on est une équipe à distance. Enfin, vous pouvez penser à votre outil de visio, que ce soit Zoom ou Whereby ou quoi que ce soit, ou les outils de chat, que ce soit sur Google, que ce soit Slack et autres. En fait, les outils sont une part excessivement importante du bon fonctionnement d'une équipe à distance. Donc, pensez-y, et c'est notamment un sujet qui peut revenir, je pense, de façon régulière aussi dans vos synchros. Alors, je m'étais amusé à faire à un moment une espèce de schéma pour raconter ce que veut dire une documentation 5 étoiles, entre guillemets. Et en gros, je vais vous décrire ces 5 paliers. C'est aussi pour vous donner une idée de ce que peut être une bonne documentation dans une équipe. En gros, la première chose, c'est que l'information soit écrite. Voilà, c'est tout simple, mais c'est une première chose. La seconde, le second palier, c'est que cette information, elle soit formalisée avec des règles communes. C'est-à-dire que tout le monde dans l'équipe soit au courant et soit d'accord et maîtrise le fait que telle info, ça va dans tel outil, selon telle typologie, telle taxonomie, je sais pas, avec tel type de tag, etc., etc. Ça, c'est hyper important. Puis sinon, ça veut dire concrètement que les gens vont documenter, certes, mais documenter tous d'une façon différente. La troisième chose qui est hyper importante lorsque vous avez documenté, et là on commence vraiment à être dans une logique d'outils, c'est que à chaque morceau entre guillemets d'information, il puisse y avoir une URL dédiée. En gros, ça veut dire que votre information elle soit disponible en ligne. C'est comme ça que vous allez assurer une information accessible à tous vos collaborateurs en temps réel et sur laquelle les uns les autres vont pouvoir contribuer facilement. Donc voilà, c'est en gros, c'est là où on dépasse je t'envoie un PowerPoint, ou je t'envoie un Excel, ou je t'envoie quelque chose. Non, l'essentiel, c'est que ça puisse être en ligne. Le quatrième niveau pour avoir une documentation au top, c'est qu'elle soit compréhensible. Bien évidemment, vous allez me dire, dans compréhensible, je pense surtout à la formulation, essayer d'être simple dans la rédaction, essayer de n'utiliser que le jargon dont vous avez effectivement besoin. Pensez qu'il y a des jargons que vous utilisez qui ne sont même pas définis sur Google. Donc, si c'est le cas, posez-vous la question parce que ça veut dire qu'un nouveau venu dans l'équipe, par exemple, potentiellement ne comprendra jamais ce que vous avez voulu dire. Et puis, la cinquième et dernière chose qui est intéressante dans la qualité de documentation, et ce qui est sûrement peut-être la plus importante, c'est que cette information elle soit améliorable. C'est-à-dire que des outils, par exemple, tels que Trello ou GitHub ou Slide, etc., c'est des outils sur lesquels l'ensemble des collaborateurs peut participer, peut mettre un commentaire, peut dire attends, je crois que tu as oublié un truc ici, ou sur ton paragraphe, c'est pas clair, etc. Et ça rend l'information améliorable en continu, et c'est là où en fait vous allez créer un cercle vertueux. Donc ça, encore une fois, c'est une grille de lecture qui peut être utilisée pour qualifier ou non un outil en tant que intéressant ou non pour votre équipe. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que normalement, dans une équipe, en termes de gestion de l'info, il n'y a que 3 règles à respecter. C'est si moi, Victor, j'ai une info, eh ben, je vais la documenter. Et parce qu'on s'est mis d'accord dans mon équipe sur comment on documente, où est-ce qu'on documente, etc., etc., je sais que si je la documente une fois, tout le monde saura comment la retrouver. Par contre, si j'ai besoin d'une info, alors déjà la première chose, c'est que je vais aller la rechercher pour pas sursolliciter inutilement des gens qui l'auraient déjà documenté cette info-là. Et si je ne la trouve effectivement pas, là je vais aller la requêter auprès de la personne qui est responsable sur le sujet. Et c'est cette personne-là qui, à son tour, du coup, va aller documenter l'info au bon endroit, de la bonne façon. Et comme ça, en tant qu'équipe, vous allez entretenir, encore une fois, un cercle vertueux où la documentation elle sera faite au fur et à mesure
et vous serez toujours capable de retrouver ce dont vous avez besoin. Et c'est là où on rebondit et on peut se dire que ça permet effectivement de renforcer l'autonomie des gens, de faciliter la prise de décision, etc., etc. Tout se tient. Là, je vous montre juste quelques exemples. Ce que vous avez sous les yeux là, c'est un tableau sur Trello, du coup, où Claire, dans notre équipe, a formalisé toute l'organisation d'un cycle d'événements qui s'appelle Yolocratie, où vous pouvez retrouver sous forme de cartes qui sont groupées au sein de colonnes thématiques l'ensemble des éléments d'information dont on a besoin dans l'équipe pour pouvoir contribuer aux travaux concernant ces cycles d'événements. Ça, tout le monde dans l'équipe sait comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on sait où trouver ce tableau, on sait comment est organisé et structuré ce tableau, et on sait comment, sur chacune des cartes, les uns les autres peuvent faire des feedbacks. D'ailleurs, ça, c'est un exemple d'une carte Trello ouverte, où on peut voir qu'il y a un fil de discussion. Donc, vous pouvez imaginer que sur chaque carte, on peut avoir un fil de discussion, et c'est ça c'est là où on comprend que vous pouvez structurer sur chaque sujet l'information, soit en tableau, soit avec des pages sur slide, soit avec des issues sur GitHub, etc. Mais en gros, à chaque fois, vous avez dans tous ces outils qui sont vraiment top, un moyen de découper l'info et de pouvoir en faire des morceaux qui sont entre guillemets qu'on peut digérer, quoi. C'est pas juste un Google Drive où en gros vous allez avoir une centaine, voire 200 dossiers et puis libre à vous d'arriver à retrouver ce que vous cherchez, quoi. Puis là, voilà, c'est un autre exemple sur GitHub, mais même visuellement, on remarque en fait que ces outils-là, ils ont tous les mêmes traits. On voit le fil de discussion avec les uns les autres qui peuvent échanger. J'arrive au dernier chapitre de Stoke. En gros, la 5e leçon, et je pense que pour vous qui m'écoutez, ce sera peut-être la chose qui vous parlera le plus. Si on va rentrer dans un sujet, j'allais dire purement individuel, c'est en gros, moi, le confinement, ça m'a fait prendre conscience, et encore une fois, en tant que coach, je l'ai vu aussi dans d'autres équipes, que c'est hyper chaud d'arriver à travailler, je vais dire tout court, quand en fait mes tâches de travail ne sont pas organisées. Parce que mine de rien, quand on est dans un espace physique, on partage avec ses collègues, on est rythmé par un certain nombre de choses, notamment les trop nombreuses réunions qu'on a, et ça structure quand même un minimum la journée. Lorsqu'on se retrouve tout seul, et en général c'est le cas, physiquement parlant, chez soi, derrière son écran, et que on est confronté à plein d'outils dont on a besoin encore une fois, mais plein d'outils desquels sortent un certain nombre de tâches que moi je vais devoir faire, c'est hyper compliqué à gérer. En tout cas, ça peut très rapidement tourner dans une situation où on sait absolument plus donner de la tête et voire on est tétanisé. Sans parler du fait que c'est hyper dur dans ces contextes-là d'arriver à trouver des plages de travail assez grandes pour pouvoir faire ce qu'on appelle du deep work, c'est-à-dire se concentrer et avancer vraiment sur des sujets de fond. Donc les problèmes que ça pose en fait à titre individuel, ces problèmes d'organisation, c'est que c'est chaud de pouvoir prioriser les éléments parce qu'il y a des tâches de travail qui émanent de partout. Et j'en reviens à une réflexion que j'ai vue passer en tout début sur les mails, les WhatsApp, les outils collaboratifs, les Slack dans tous les sens, les coups de fil impromptus, etc. Du coup, comme à titre individuel, c'est difficile de prioriser ces tâches, bah, en général, on utilise son temps pas forcément de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on va pas forcément commencer par les bonnes choses, on va être interrompu, etc. Et à la fin des fins, ça nous épuise. Ça nous épuise parce qu'on switch en permanence de réunion en réunion, d'outil en outil, de sujet en sujet. Et à la fin de la journée, en fait, l'impact on ressent, c'est un impact qui est hyper limité, en plus d'être crevé. Donc ça, en fait, à titre individuel, le confinement et le travail à distance, de façon durable, encore une fois, ça va nous amener à être plus rigoureux, ou en tout cas avoir des règles un peu plus saines pour nous organiser dans notre quotidien. Sinon, effectivement, ça risque d'être une expérience assez limitée dans le temps, vu que c'est assez épuisant. En tant que tips, il y a des choses que vous pouvez faire. Déjà, il y a une chose qui me paraît être la plus importante, c'est d'être capable, à titre individuel, de rassembler à un seul endroit
toutes vos tâches de travail. Et pourquoi je dis ça? Parce que si, à partir du moment où vous ne pouvez pas rassembler à un seul endroit l'ensemble de vos tâches de travail, vous ne pouvez pas les prioriser. Parce que prioriser quelque chose, c'est pouvoir se dire à partir d'un tout, voici ce que je prends, voici ce que je ne prends pas, voici ce qui va attendre, voici ce qui est déjà fait, etc., etc. Si vous partagez en fait une to-do list sur votre bureau avec des post-it, plus votre application Todoist sur votre téléphone où vous avez des trucs, plus votre mail, votre boîte mail où vous avez des tâches de travail dedans, etc., etc. En fait, ça va être très très difficile de savoir par où commencer et pourquoi telle chose serait plus importante que d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Panorama à 360 degrés, être capable de toujours voir tout ce que vous êtes censé entreprendre comme tâche de travail. Deuxième chose, c'est toujours être capable de prioriser. Alors c'est pour ça que j'ai mis 24/7, c'est en gros, dès que vous ouvrez votre ordi, vous devez être capable de savoir où est-ce que vous êtes censé travailler, sur quelle tâche de travail. Et ça peut être des trucs tout bêtes, mais avant de claquer votre ordi le soir, prenez 5 minutes pour vous dire demain, quels sont les 2, 3, 5 trucs importants sur lesquels je vais bosser. Qui vous permet d'être au clair et d'être un peu plus zen pour savoir quelles sont les choses sur lesquelles vous allez vous concentrer, sachant que tout le reste, vous le mettrez de côté et vous saurez pourquoi. Et puis, troisième règle, ce que je disais, ce que j'appelais un job done à 100%. En gros, efforcez-vous de finir une tâche de travail avant d'en commencer une autre. C'est un truc tout bête, je sais, mais en général, on a tendance à commencer plein de trucs en même temps. Et si on court plusieurs lièvres à la fois, en gros, vous en attrapez aucun. Et quand ça se compte non pas à 2, mais en 10, 15 tâches qu'on mène en parallèle, c'est le meilleur moyen de s'épuiser et d'avoir un impact hyper limité. Et par rapport justement au reste de votre équipe, pensez bien à rendre visibles des plages de travail sur lesquelles vous voulez avancer et que vous voulez vous réserver. Ça peut être un truc dans votre Google Agenda où vous mettez occupé si vous voulez préciser le sujet s'il y a besoin, mais gardez-vous des temps de travail de 2 heures, de 2h30, de 3 heures s'il le faut pour pouvoir avancer très concrètement sur des sujets. Ça, c'est hyper important, même à l'échelle individuelle, pour pouvoir se dire, je vois que mes sujets avancent. Et pour faire ça, moi, il y a un couple qui va très bien, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Trello et Zapier. Alors, Trello, je vous l'ai déjà présenté. Je vais pas pouvoir vous présenter plus avant. Je suis désolé pour les personnes qui connaîtraient pas forcément beaucoup Trello. Et Zapier, en 2 mots, c'est un service qui vous permet justement de faire le pont entre différents outils que vous utilisez. Par exemple, faire le pont entre votre boîte Gmail et justement un tableau Trello. Vous allez pouvoir, grâce à Zapier, définir que quand vous allez mettre en favori tel mail dans votre boîte Gmail, eh bien, ça va renvoyer le contenu dans une carte sur Trello, qui vous permet en fait de centraliser un certain nombre de choses dans un seul tableau Trello. En gros, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre un tableau Trello de base que vous allez organiser sur l'exemple que je vous partage ici, mais que vous pouvez bien évidemment modifier en fonction de vos besoins. Mais en gros, être capable, dans ce tableau Trello, en les lisant de gauche à droite, de pouvoir, dans l'inbox, stocker toutes les idées qui vous viennent en tête. Par exemple, vous êtes en call, s'il y a une tâche de travail qui vous passe par la tête par rapport à ce que vous dit votre collègue au téléphone, bim, vous allez créer une carte, vous la mettez direct dans l'inbox. Comme ça, elle est là, il n'y a pas de charge mentale, vous savez qu'elle est au bon endroit et que vous la retrouverez. Et à partir de là, dans ce même tableau, vous allez pouvoir gérer vos tâches. Dans les choses qui sont à faire, qui vous semblent importantes, mais pas tout de suite, les choses qui sont en cours, sur lesquelles vous avez commencé à travailler, les choses qui sont en attente, pour lesquelles vous avez fait votre part du travail, mais vous attendez un feedback, par exemple d'un collègue, avant de pouvoir justement déclarer, étape d'après, que la tâche est faite, qu'elle est terminée. Vous pouvez même avoir des archives pour conserver des cartes que vous ne voudriez pas supprimer. Ça, c'est un truc hyper basique. On est vraiment dans une logique Kanban, de traitement de tâches visuel. Mais je vous promets que si vous arrivez à formaliser vos tâches au fur et à mesure dans ce tableau-là et à les gérer, le matin, vous n'aurez plus qu'à ouvrir ce tableau-là pour savoir quoi faire. Et ça, c'est vraiment un truc qui va vous faire gagner du temps, qui va vous faire baisser la charge mentale et qui va vous permettre aussi d'expliquer au reste de l'équipe sur quoi vous êtes en train de bosser ou pourquoi vous bloquez ou pourquoi vous avez besoin de temps, etc., etc. Et là, on a du coup la réponse à pourquoi Trello.
parce que Trello, c'est hyper malléable et que vous allez pouvoir construire et faire évoluer votre tableau perso en rajoutant des colonnes, en changeant les noms des colonnes, etc., etc. Zapier, Zapier est là parce que vous pourriez, si vous maîtrisez Zapier, encore une fois, je ne peux pas vous l'expliquer là, mais c'est pas très difficile et je suis sûr que dans votre équipe, il y a quelqu'un qui connaît un peu plus l'outil. Mais Zapier vous permettrait de faire un lien depuis les outils tels que Gmail, tels que Slack, tels que d'autres tableaux Trello, tels que GitHub, tels que Slide, etc., etc., pour mettre en place une automatisation et faire en sorte qu'à chaque fois que sur l'ensemble de ces outils-là, vous êtes mentionné par un de vos collègues, eh bien, ça crée automatiquement une carte dans votre tableau personnel directement, sans que vous ayez rien de plus à faire, pour aller y mettre le contenu en question. Par exemple, si moi, quelqu'un me mentionne sur un tableau Trello, ça me crée une carte automatiquement dans mon tableau. D'ailleurs, je vais vous montrer mon tableau, où j'ai aussi mon inbox. Il est organisé un petit peu différemment avec des catégories selon les sujets. Mais à gauche, vous voyez qu'il y a cette colonne inbox où en fait tout est automatisé. Et à partir du moment où je vais mettre en favori un message dans Slack, ça va me prendre le contenu du message et me le poster dans une carte pour pas que j'oublie. De la même façon que quand je vais passer un mail en favori dans ma boîte mail, ça va m'aspirer le contenu et me le mettre aussi dans une carte. Et je crois que j'ai deux autres automatisations aussi. C'est quand quelqu'un me mentionne dans une carte Trello, ça me crée aussi une carte ici automatiquement avec le message plus le lien vers la carte Trello d'origine. Et en gros, là, ce que vous voyez, c'est mon tableau de bord pour bosser. J'ai besoin de rien d'autre, à part aller consulter effectivement ma boîte mail. Mais je sais que c'est à cet endroit, dans ce tableau-là, que j'ai absolument toutes les tâches de travail concrétisées à chaque fois par une carte, toutes les tâches de travail sur lesquelles je suis censé avancer, travailler, etc. Et ça, en équipe à distance, je pense que c'est quelque chose qui est devenu indispensable. Et on peut plus se reposer sur justement l'aspect physique et la proximité avec les gens qu'on a dans un bureau de base. J'en arrive à la fin. Un tout dernier conseil, au-delà du fait d'avoir explicité votre mission, bien découper vos ownerships, être capable de bien se synchroniser avec les seules réunions qui sont indispensables, être capable derrière de bien documenter l'info et être capable, dernier élément, à titre individuel, de bien être rigoureux pour vous organiser. Dernier conseil, sachez que tout ce dont je viens de vous parler, finalement, c'est le fonctionnement de vos propres équipes. Et ça, c'est quelque chose qui s'améliore aussi avec le temps. C'est quelque chose qui s'affine, c'est quelque chose qui évolue. Donc, prenez le temps de faire ce qu'on appelle une rétrospective, de se parler en tant qu'équipe sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre fonctionnement, que ce soit encore une fois les synchros, que ce soit les outils, que ce soit les rôles, que ce soit le découpage des responsabilités, etc. Tous ces sujets-là doivent s'améliorer aussi avec le temps. Et pour faire une rétro, je vous conseille un outil en ligne gratuit qui s'appelle metroretro.io. Vous verrez qu'il y a plusieurs templates qui sont proposés pour dérouler une rétrospective. Et il est vraiment génial cet outil. Et notamment, il est très très bien fait pour le travail à distance. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. En même temps, je vous voyais pas, mais je vous sentais très concentré, donc merci beaucoup. Je vais regarder les questions que vous avez postées. J'en ai entendu une tout à l'heure, je crois. Il y avait des questions, je me permets, Ouais. notamment sur comment créer du lien entre collègues, intégrer les nouveaux et garder la culture d'entreprise. Du coup, c'est plutôt ces outils en fait qui permettent de les synchroniser et de garder du lien, c'est ça? Ouais, alors pour vraiment le lien entre collègues, le lien, on va dire, un peu le côté fun, le côté chouette qu'on avait avec ses collègues au bureau. Déjà, il peut y avoir alors c'est pas des synchros, c'est pas des réunions, mais il peut y avoir des moments que vous planifiez, parce que c'est vrai qu'après on a tous notre vie et ça peut être très très vite rempli. Donc planifiez aussi des moments pendant lesquels vous allez pouvoir échanger sur des sujets complètement informels et vous parler comme si vous étiez autour d'une bière, comme ça peut vous arriver en tant qu'équipe. En tout cas, moi ça m'arrive souvent avec mon équipe et ça me manque. Voilà.
Mais vous pouvez faire ça. Et puis après, sur la question de la culture de l'équipe, effectivement, je pense que réussir à bien travailler ensemble, déjà, ça vous, enfin, pour moi, la culture d'une entreprise, c'est ce que je pourrais observer objectivement, c'est comment elle fonctionne. C'est ça, sa culture. Du coup, ça, à mon avis, c'est quelque chose à entretenir avec les discussions justement sur comment on bosse, est-ce qu'on est toujours content, est-ce qu'on est toujours efficace dans le travail qu'on mène ensemble. Donc, toujours se poser la question. Il y a aussi la question des sollicitations multicanales, WhatsApp, SMS et Skype. La semaine dernière, on a fait un webinaire et il y avait des personnes qui avaient parlé de ce sujet. Enfin, il y avait un coach et un RH qui avait parlé de ce sujet, qui disait qu'il fallait bien mettre des règles. Et si je peux me Mm. permettre, l'idée, c'est de dire que WhatsApp, c'est que perso, SMS que urgent. Enfin, toi, là-dessus, vous travaillez comment chez Frontier? Alors, en fait, il y a une règle assez simple qu'on utilise, c'est que tous les outils d'échange où on est sur des notions de fil d'infos, où vous savez, vous allez poster, ça va dérouler, ça va disparaître, enfin, ça va remonter, et puis après, etc. En fait, tous ces trucs-là, nous, euh, on a pris la décision de se dire que c'est OK de pouvoir ne pas utiliser. En tout cas, ça doit être possible de travailler sans. Par exemple, chez nous, il est interdit de reprocher à quelqu'un de ne pas avoir vu quelque chose sur Slack. Parce que Slack, potentiellement, on peut avoir 3, 4, 5, 6 équipes sur Slack. Dans chacune, il y a plein de channels différents. Dans chaque channel, il y a plein de messages différents. Et en gros, il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un passe sa journée à aller voir sur Slack. Donc, en gros, pour les outils d'échange comme ça en feed, on considère que c'est pas là que doit se faire le travail. C'est de très bons outils pour répondre très rapidement à des petites questions. Mais s'il s'agit de tâches de travail ou de sujets de fond, c'est pas là que ça doit se passer. Parce que on doit pas attendre on doit pas attendre de chacun qu'il soit constamment les yeux rivés sur ses outils. Et alors WhatsApp, j'en parle même pas parce que je pense que c'est pas tant une question pro ou perso, mais ça me, ça me paraît excessivement difficile de travailler sereinement sur WhatsApp. Donc là, c'est la question des règles que vous donnez en tant qu'équipe pour travailler déjà entre vous, mais aussi parfois avec l'extérieur de votre équipe, notamment des clients. Et la démarche est toujours la même, c'est revenir à la question de quel outil on a besoin pour faire quoi. Et à partir de là, vous vous rendrez, à mon avis, assez vite compte qu'un WhatsApp n'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, pas pour à mon avis, pour travailler sur des sujets de fond où il y a des tâches de travail à suivre, à documenter, etc. Yes. Et un message de Jocelyn. Je fais du télétravail depuis de nombreuses années. Une des questions à laquelle je dois souvent répondre est: est-ce que c'est dur de s'organiser? Le point principal pour moi est le point 5, s'organiser et se donner des règles. En général, je rajoutais que ce n'était pas fait pour tout le monde. C'est maintenant le cas de facto. Est-ce que c'est Ouais, vraiment fait pour tout le monde? bah, en fait, c'est une bonne remarque qui fait Jocelyn, parce que je pense qu'effectivement, tout le monde peut réussir à travailler en télétravail, notamment avec ces règles et cette rigueur dont on a besoin pour s'en sortir, que je disais un peu tout à l'heure. J'ai pas du tout d'ailleurs abordé les questions en termes d'espace de travail physique, se prendre un bureau calme, une bonne chaise, être capable d'avoir des bons écouteurs pour pouvoir passer des calls, etc. Tous ces aspects-là, je ne les ai pas détaillés, mais ça joue, ça a son importance aussi, bien évidemment. Après, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Je pense qu'il y a en gros des gens qui, euh, qui tolèrent moins, en fait, notamment en termes d'échange vraiment physique avec les gens. C'est pour ça justement que c'est hyper important en tant qu'équipe de conserver des moments où on va discuter de tout sauf du travail parce qu'on a besoin de cette cohésion. Mais voilà, je pense que surtout que dans les mois à venir, a priori jusqu'à septembre, ça va être full télétravail pour tous les gens qui le peuvent. On aura peut-être des vrais chiffres sur cette question. Ok, merci. Dernière question sur le chat. Allez, je t'en prie. Non, il n'y en a plus, mais s'il y a des personnes qui veulent le faire, Ah, c'est maintenant, pardon, parce qu'il est déjà, on a passé l'heure, on vient de faire 1 heure, donc c'est top. Je pense qu'on va pouvoir terminer ici.
Pour le coup, moi, je vais faire un petit mail récap de ce qu'on s'est dit. Je me permettrai de mettre ta presse si possible. Et puis, Ouais. tes contacts surtout. Si vous avez besoin de contacter Victor, je mettrai son mail pour voir en effet si tu peux, si les gens veulent aller plus loin avec Crystal, etc. Nous, c'est vrai que Crystal, on l'avait en interne, enfin, on l'utilise en interne. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, c'était un outil que je trouvais intéressant et puissant quand on me l'a bien expliqué, parce que c'est aussi un outil qui permet de voir que parfois, en effet, on a peut-être trop de missions et que c'est pas du tout équilibré. Donc, c'est au-delà de l'outil, faire le mapping, je trouve que c'est hyper intéressant de le faire pour chaque équipe et pour toutes les boîtes qui sont présentes. C'est un bel outil. Merci beaucoup, Oui. Victor. Bah, merci. Merci à tous pour votre présence et puis j'espère que vous n'êtes pas ennuyés et même mieux que vous en aurez retiré des choses opérationnelles pour vous aider dans ce quotidien dont j'espère qu'il reste bon pour vous. Vraiment. Merci Et merci beaucoup. Anissa pour l'invite. Avec plaisir. À bientôt. Jeudi, on a un nouveau webinaire sur les sales. Donc, si vous avez des équipes sales qui veulent s'équiper, s'outiller, parce que là, on va parler d'outils sales, bah, c'est le moment de s'inscrire sur le site de Morning. Et puis, nous, on se retrouve, du coup, tout le monde, à bientôt dans les espaces Morning, peut-être bientôt, quoi, le 11. Ouais, croise les doigts. Merci. Allez, ciao tout le monde. Merci Ciao. encore. Au revoir. Salut.